pas et qui tire la tête. Donc je fais quoi? Vaut mieux que je me lève. Les techniciens disent de rester assis. Je vais essayer de parler fort pour compenser le fait qu'on ne me voit pas. Camarade secrétaire général adjoint Guy Bessé, mon grand frère, chargé des fédérations du plateau d'Adjamé et d'Atekoubé. Camarade Tapé Kelly, secrétaire général de la fédération d'Adjamé, et tous les membres du bureau ici présents. Camarade Mi Mondou Paul, secrétaire général de la fédération du plateau. Camarade Conan Zakari, secrétaire général de la formation de la fédération d'Atekoubé. Camarades secrétaires généraux des sections et des comités de base ici présents. Camarades membres des bureaux nationaux de la Ligue des femmes, de la Ligue des jeunes, de toutes les structures spécialisées et d'activités. Camarades membres du comité central. Camarades membres de la direction du parti. Camarades militantes. Camarades militants des fédérations d'Adjamé, du plateau et d'Atekoubé. Avant toute chose, je voudrais vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel la formation commence. On est dimanche aujourd'hui, demain est jour de travail. Nous avions prévu commencer à 15 h pour finir un peu tôt et nous permettre à tous et vous permettre à vous de rentrer. Quelques petits réglages nous font commencer avec plus d'1 heure, 2 heures de retard. Vraiment, nous présentons nos excuses. Nous présentons nos excuses et surtout nous vous remercions d'être restés, d'avoir attendu et d'être là aussi nombreux. À regarder la salle, je me rends compte que la totalité de la cible que nous avions convoquée, à savoir les membres des différents bureaux fédéraux, les délégués des sections et des bases sont tous là. Je pense que cela dénote de ce que nous avons pris conscience de l'enjeu des batailles qui s'annoncent, de l'enjeu et des défis inhérents à la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est l'objet de cette campagne spéciale de formation que l'école du parti a initiée. Cette étape est la 7e. Après les fédérations de Yopougon, Aboboa, Nyama, Bofotoumé, Makori, Massi, Trècheville, Pamboué, Songon, Dabou, Agoville. L'étape d'Atekoubé marque la 7e étape. Elle marque aussi la 2e session du programme de formation que nous avons prévu pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Et le thème générique de cette session-là, ce sont les questions électorales. Avec, de façon spéciale, la question de la fraude préélectorale. Pour aborder cette question, nous avons pris pas moins que Maître Abiba Touré elle-même. Je dis Abiba Touré, je ne dis pas Abiba Dembélé. Abiba Touré, Maître Abiba Touré, Maître Abiba Touré, Maître Abiba Touré. C'est une figure de tout le combat qui a permis que le président Laurent Gbagbo soit avec nous ici aujourd'hui. Je disais à Agoville qu'en principe, on devait faire, comment on dit ça, on devait organiser une manifestation pour lui dire merci. Ou bien, parce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu. Si aujourd'hui, on peut s'asseoir là pour dire le président est parmi nous, il y a pour elle dedans. Disons-lui merci. Je veux remercier toutes ces personnes, tous ces cadres de la direction, en particulier ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous accompagnent, mais au quotidien, pour faire avancer les choses. J'aimerais remercier le président de la commission électorale et application numérique,
Kaza, qui nous a appelé, j'ai envie de dire, un peu en traite. On avait fait un programme dans lequel vous n'étiez pas. Il est passé par derrière et dit Adjamé, Atekoubé, plateau. Et comme c'est lui, on est rentré là-dedans. J'aimerais remercier le SGA chargé de l'administration et du suivi de l'implantation, le camarade Grisois Anagama. Merci beaucoup. Je remercie le camarade SGA, c'est ça, SGA chargé de. Comment on appelle ça? Des prisonniers, non? Du lot du bois? Non? Non, c'est CA, il est CA. Il est CA d'Abidjan Lagune. Merci camarade d'être là. J'aimerais qu'on remercie de façon particulière quelqu'un dont le SGA a laissé à parler, qui est tellement discret que parfois on oublie que si on nous voit, c'est facile, il est là. C'est mon partenaire. Le SGA Ousmane Sissabari, président de la commission de communication et d'organisation de l'université. La communication en elle-même est un enjeu pour le combat que nous sommes en train de mener. Merci camarade. Avec lui, j'aimerais remercier toute l'équipe de PPACI TV qui nous suit depuis, sous la pluie, sous le soleil, Abidjan, hors d'Abidjan. Avec le camarade Ange Dala, le camarade Dizo, qui sont là aujourd'hui, le camarade Koménan, qui n'est pas là, et la camarade Afounina. Ils sont sur d'autres missions, mais qui nous suivent tous les jours. Non seulement pour couvrir les événements, mais aussi pour faire en sorte que les modules qui sont enseignés là soient réorganisés et soient redistribués, de manière à ce que ceux qui n'ont pas pu les suivre en direct puissent les suivre aussi. C'est aussi l'occasion de vous dire que la formation que nous allons avoir aujourd'hui, vous êtes appelés chacun dans sa section et dans son comité de base à la rédupliquer, de manière à ce que personne dans les fédérations d'Adjamé, d'Atekoubé et du plateau ne perde le bénéfice de ce qui a été fait. Nous sommes donc tous ici des formateurs potentiels. Et c'est là justement que le travail de la cellule de communication et de la cellule d'application numérique est important. Parce que quand on finit, c'est eux qui confectionnent, qui nous aident à confectionner les supports qui vont vous être remis, aussi bien de cette formation-ci que de toutes les formations que nous avons menées avant et auxquelles vous n'avez pas assisté. Les supports vous seront remis sous forme vidéo, sous forme audio et sous forme papier pour que chacun, à son tour, se l'approprie et devienne lui aussi un formateur et donc forcément un membre de l'école du parti. Je vous dis d'avance merci et bravo. J'aimerais pour finir présenter donc la délégation de l'école du parti qui est ici cet après-midi. J'ai à ma droite la vice-présidente de l'école du parti, c'est elle qui est chargée de la formation, c'est la camarade Koudou Jeannette. Nous avons le camarade Corinne Raymond, qui est chargé de la formation continue. Nous avons le camarade qui est devenu caméraman de circonstance, Dr Ndré Jean, qui est responsable des ressources humaines et patrimoniales. C'est lui qui gère l'administration. Nous avons le camarade Sekredou Kwame, qui est notre secrétaire permanent. Nous avons le camarade Lénaël Denis, qui est chargé de la documentation et de l'archive. Nous avons le camarade Elo Wouye, qui est le superviseur général de toutes les formations. C'est lui donc qui suit les formations, mais qui surtout prend attache avec les fédéraux. Je pense que vous l'avez constaté, pour s'assurer que toutes les choses vont se faire comme elles se font. Je le dis aussi pour toutes les fédérations qui aimeraient, les fédérations et toutes les structures du parti, qui aimeraient bénéficier de la formation. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Il vous donnera certainement un numéro de téléphone. Et je vous salue aussi le camarade Lézio Denis et avec lui tous les superviseurs régionaux qui ne sont pas là cet après-midi. Merci. Merci d'être là et merci surtout à Maître Abiba de nous instruire sur cet enjeu particulier. Je le disais, l'objectif de la formation, c'est nous dispenser des savoirs, pour nous apprendre à savoir faire et à savoir être ce qu'il faut pour porter le président Laurent Gbagbo à la victoire un soir d'octobre 2025, ici en Côte d'Ivoire. Merci à vos camarades
et bonne formation à tous et à chacun. Je ne sais pas où elle va se mettre, mais je pense que si après moi il n'y a pas d'autres prises de parole prévues, nous allons ouvrir solennellement la session de formation sur les questions électorales avec précisément le module portant sur la déconstruction de la fraude préélectorale. Je laisse donc la parole à Mme Abiba et que rapidement le bureau de séance se mette en place. Pour la séance donc qui s'ouvre, le conférencier principal, le conférencier Abiba Touré, le président de la table de séance, c'est le camarade Cory Raymond, et je peux me déplacer pour la circonstance, je suis rapporteur avec le camarade Cédric Kwame Marius. Présent. Ok, bonsoir à tous. Alors donc ce soir nous avons comme thème élection, mode d'emploi, déconstruire la fraude. Et comme la présidente de l'école partie l'a dit, on ne pouvait pas trouver une meilleure candidate que Maître Abiba Touré. Donc c'est ce soir qui va nous former sur toutes les techniques de fraude. Alors donc je vous demande de prendre note. Chacun de nous est venu au moins avec un cahier et un livre. Vous prenez note. Après son intervention, il y aura une page ouverte qui sera donc dédiée aux questions-réponses. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à notre président. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de me recevoir et je remercie l'école du parti de l'initiative qui a été prise, car je trouve vraiment fondamental que l'école du parti aille au contact des militants, des sympathisants, des populations, pour quelque part essayer aussi de transmettre un peu le savoir qu'on a pu avoir, qu'on a pu acquérir. Là, en l'espèce, c'est pour la fraude, ça concerne la fraude électorale, mais ça pouvait concerner d'autres sujets. Donc vraiment, je félicite, je salue l'initiative de l'école du parti. Alors, effectivement, quand on nous a demandé d'aborder la question de la fraude, c'est une question tellement vaste qu'on pourrait passer des jours et des jours, voire des semaines, à vous parler de la fraude. On est à un an des élections présidentielles, mais les irrégularités et les fraudes ont déjà commencé. Il semblait alors important de nous sensibiliser là-dessus, parce que lorsque l'on parle de fraude, les gens, dans l'imagerie populaire, on imagine des tricheries le jour du vote. Or, bien souvent, le jour du vote, tout est déjà plié. Tout est déjà fait. Et puis vous ne voyez rien. Vous sentez que quelque chose ne va pas, qu'on est en train de vous voler quelque chose, mais vous ne savez pas comment. Ça, c'est à cause de la fraude et des irrégularités préélectorales. C'est insidieux, c'est caché, ça ne se voit pas. C'est extrêmement sophistiqué et ça vous vole une victoire, ça vous vole une élection le jour du scrutin, sans que vous puissiez voir quoi que ce soit. Parce que finalement, ce que vous voyez, la transhumance, le bourrage dur, tout ça, ce n'est qu'une infime partie de la fraude. Ce n'est rien en réalité. J'ai même envie de vous dire qu'ils n'ont quasiment aujourd'hui plus besoin de ça pour gagner une élection. Parce
Parce que tout se fait bien en amont, bien avant les élections. C'est pour ça qu'il nous semblait important aujourd'hui de vous parler des irrégularités et des fraudes préélectorales. Alors, quand on parle d'irrégularité et de fraude préélectorale, il y a effectivement une distinction. Parce que les irrégularités, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure qui peut avoir un impact considérable sur les résultats des élections, qui peut aussi aboutir à une fraude, mais à la base, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure. La fraude, elle, c'est clairement une volonté délibérée de tricher, qui peut se manifester également. D'accord? On va essayer d'aborder les deux cas pour vous expliquer un peu ce qu'il en est et comment il procède. Alors, l'un des exemples les plus marquants des irrégularités, d'une irrégularité préélectorale, c'est le non-respect de l'article 7 du Code électoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'article 7 du Code électoral, en fait, impose, exige que toutes les personnes qui figurent sur la liste électorale doivent pouvoir trouver leur nom, leur prénom. Elles ont un numéro d'ordre, un numéro unique d'enregistrement. On y trouve également leur date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile. On trouve également les noms et prénoms du père, les noms et prénoms de la mère, les dates et lieux de naissance du père, les dates et lieux de naissance de la mère, la photo d'identité, les empreintes digitales. Voici tous les éléments qu'exige l'article 7 du Code électoral pour figurer régulièrement sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que ça permet de vous identifier, ça permet d'identifier l'électeur, ça permet de l'individualiser, ça permet de nous assurer que c'est vous qui figurez bien sur la liste électorale. Ça nous permet de compter électeur par électeur. Ça permet d'éviter des doublons, que vous puissiez figurer deux fois. Ça permet d'éviter que quelqu'un puisse user de votre identité pour se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, remplir toutes ces informations, c'est fondamental pour avoir une liste électorale propre. Parce que le propre, c'est vraiment le propre d'une liste électorale, c'est vraiment d'individualiser, d'être en mesure d'individualiser, d'identifier avec précision chaque électeur. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater à l'analyse de la liste électorale? Vous avez exactement 2 94 759 électeurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 7 du Code électoral. Plus de 2 millions. C'est-à-dire plus du quart de la liste électorale. Puisque la liste électorale fait environ 8 millions de personnes. Près du quart, 2 94 759 électeurs. Toutes ces personnes indiquent ignorer l'identité de leur père et l'identité de leur mère. Plus de 2 millions. Quand on attire l'attention de la CEI sur ça, elle nous répond la chose suivante. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Même si on est orphelin, l'orphelin a le droit de voter. C'est ce que dit la CEI. Quand on leur dit, mais il y a plus de 2 millions de personnes qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents, la CEI nous répond, et alors, est-ce que vous voulez retirer le droit de vote aux orphelins? Mais c'est une réponse tellement absurde. Parce que même, c'est pas parce qu'on est orphelin qu'on ignore l'identité de ses parents. Et puis, quelle catastrophe la Côte d'Ivoire a traversée pour avoir 2 millions d'orphelins? Je veux dire, c'est pas quelque chose qui aurait été ignoré de la plupart d'entre nous s'il y avait dans ce pays plus de 2 millions d'orphelins.
Et supposons même qu'il y ait 2 millions d'orphelins. 2 millions d'orphelins, comme je l'indique, ça ne veut pas dire que vous ignorez l'identité de vos pères et mères. Là, on nous explique qu'il y a 2 millions de personnes qui ne savent pas qui est leur père et qui ne savent pas qui est leur mère. Et ça ne choque pas la commission électorale indépendante quand on lui dit mais il y a un vrai problème. Maintenant, supposons même que ces personnes ignorent. Il n'en demeure pas moins que l'article 7 du Code électoral exige qu'on communique l'identité de ses parents. Non. Soit c'est une omission, soit c'est une volonté délibérée de ne pas communiquer. Bon, il peut y avoir différentes hypothèses, mais vous sortez ces personnes de la liste électorale et vous les amenez à justifier ensuite de l'identité de leurs parents. Mais nous dire qu'ils ignorent, qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils ont grandi, qu'ils ne connaissent pas leur nom, qu'ils ne connaissent pas leur prénom, aussi bien pour le père que pour la mère, c'est quand même assez grossier. Mais ça impacte 2 millions de personnes dans le cadre de l'électorat. Et vous allez voir que par la suite, cet élément est fondamental dans le processus de la fraude électorale. L'autre irrégularité que l'on constate, c'est le nombre de centenaires. Il y en a pratiquement 5 000, un peu moins de 5 000, 4 844. Quand on dit ça, ils disent mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Est-ce que vous êtes en train de dire que les personnes âgées, que les centenaires n'ont pas le droit de voter? Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais vous n'allez pas faire croire à un Ivoirien qu'une personne qui est née en 1850 soit encore en vie aujourd'hui. Juste ça. Donc quand vous voyez que vous avez près de 5000 personnes qui, a priori, prétendent être nées en 1850 ou en 1870, oui, il y a un problème. Mais là encore, ça ne choque pas la CEI qui les maintient délibérément sur la liste électorale. Il y a encore le problème des personnes décédées. Alors, le problème des personnes décédées, c'est encore plus fourbe. Pourquoi? Parce que quand c'est une personne connue, quand c'est une célébrité, ça nous choque, on le voit tout de suite. Et on dit, mais comment tel peut être sur la liste électorale? Et puis bon, on est choqué. Mais il y a combien d'inconnus? Combien de monsieur ou madame, mais vraiment par des inconnus, de part des inconnus, qui sont décédés et qui sont sur la liste électorale? Il y en a des milliers. Un certain nombre d'électeurs ont même testé eux-mêmes, en vérifiant si leurs propres parents, qui étaient pour certains décédés, s'y figuraient sur la liste électorale, et ils ont pu constater effectivement qu'ils étaient encore sur la liste électorale. C'est un problème. Surtout que la liste électorale est censée être actualisée chaque année. Donc comment ça se fait qu'on puisse retrouver sur la liste électorale des personnes décédées? Bon. Là-dessus, encore, la CEI nous répond, c'est pas un problème, puisqu'un mort ne vote pas. Donc c'est pas un problème. Et puis ils disent ça, ils se croient, mais vraiment malins, quoi. C'est-à-dire, ils disent ça, ils sont bon, voilà, c'est pas un problème. Il y a des personnes décédées, mais c'est pas un problème. Mais ce qu'ils omettent de dire, c'est que, premièrement, eux, là, on leur demande pas de répondre, ce n'est pas un problème. Eux, ils sont censés mettre à jour tous les ans une liste électorale. Donc le fait qu'il puisse y avoir des personnes décédées sur la liste électorale montre qu'ils sont défaillants. Déjà. Bon. Deuxièmement, mais c'est justement parce que les morts ne votent pas que les vivants prennent les cartes d'électeurs de ces personnes pour aller voter à leur place. Voilà pourquoi il faut les retirer. Et c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi que de prétendre l'ignorer. Elle est là, la fraude. Il est là le problème. Cette irrégularité débouche sur une fraude. L'utilisation frauduleuse de la carte d'électeur d'une personne décédée. Mais là, la CEI, pareil, ça ne lui pose aucun problème. Alors, il y a la présence des mineurs aussi sur la liste électorale. Là, quand on lui dit ça, elle dit oui,
Mais c'est une erreur matérielle. Évidemment qu'un gamin de 12 ans ne peut pas venir voter. C'est une erreur matérielle. D'accord, c'est une erreur matérielle. Pourquoi vous ne la rectifiez pas alors? Pourquoi vous ne la rectifiez pas alors? Comment cette erreur a pu intervenir? Encore une fois, alors que tous les moyens vous sont donnés pour présenter une liste électorale propre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça encore, c'est une des difficultés posées par la liste électorale. Mais surtout, l'une des singularités qui découle de ce que je vous avais... Parfois, j'ai commencé l'article 7 du Code électoral. C'est l'obstination de la CEI de ne pas vouloir respecter justement l'article 7. C'est ça le problème. Parce que je vous ai indiqué, quand vous avez plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas le droit de figurer sur la liste électorale parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 7, et que la CEI laisse, mais ça pose un problème. Parce que la mission de la CEI, c'est elle qui est habilitée à gérer les fichiers électoraux. C'est la seule à pouvoir procéder à l'actualisation de la liste électorale. Donc c'est elle qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes, plus de 2 millions de personnes qui ignorent qui sont leurs papas et leurs mamans. C'est à elle de veiller qu'il n'y ait pas de personnes décédées sur la liste électorale. C'est à elle de veiller qu'il n'y ait pas de mineurs sur la liste électorale. C'est à elle de faire ce travail. Et pour faire ce travail, la CEI, elle dispose quand même d'un financement pour l'année 2023. Elle a quand même bénéficié de 57 milliards de francs CFA. Donc 12 milliards juste pour la révision, la seule révision de la liste électorale. À cela s'ajoute une contribution de l'Union européenne de près de 656 millions de francs CFA pour l'organisation des grandes étapes du processus électoral. À cela s'ajoute encore un budget de plus de 2,6 millions d'euros, soit environ 1,7 milliard de la part du PNUD, donc du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc elle a tout cet argent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie 2 courriers. Un courrier au ministère de la Justice et un courrier au ministère de l'Intérieur, estimant que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit lui fournir la liste de toutes les personnes décédées et le ministère de la Justice doit lui fournir la liste de toutes les personnes déchues de leur droit civil et politique. Donc elle prend les listes communiquées par ces ministères et puis voilà. Donc maintenant, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir un budget qui frôle les 60 milliards de francs CFA s'il faut juste faire 2 courriers? Quand même. Et puis c'est d'autant plus aberrant que la loi dit à la CEI, vous avez la possibilité de prendre attache avec toutes les administrations de Côte d'Ivoire pour vous fournir toutes les informations, tous les documents dont vous avez besoin, dont vous pourriez avoir besoin, pour présenter une liste électorale propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la CEI prend attache avec la mairie, avec une commune, pour dire communiquez-moi, je veux tous les actes de décès de votre commune, la mairie ne peut pas refuser. Si elle demande ça à toutes les mairies de Côte d'Ivoire, aucune mairie ne peut refuser. Et c'est ça qui lui permettrait de quand même sortir un maximum de personnes décédées. Elle a quand même 57 milliards. Moi, si on me dit, bon, elle a près de 60 milliards pour faire ça, ça me semble d'accord. Je dis, bon, les fonds, effectivement, sont nécessaires à ça. Mais m'expliquer qu'elle a besoin elle va se limiter de faire juste 2 courriers et qu'on va lui remettre près de 60 milliards juste pour l'année 2023. Juste pour l'année 2023. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Donc l'inertie de la CEI, alors qu'il y a près de 25% de personnes qui figurent sur la liste électorale qui n'ont pas à y figurer, qu'elle est en possibilité de demander à ces personnes de justifier leur identité et elle ne le fait pas,
elle a la possibilité de collecter tous les actes de décès et elle ne le fait pas, ça montre qu'il y a un problème. Et ça a des conséquences du jour du vote. L'autre problème, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a dit ça, la CEI, qu'est-ce qu'elle répond? C'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous voyez, même s'il y a tous ces problèmes, et à la période des réclamations qui va s'ouvrir, vous avez 10 jours pour faire les réclamations, et dans ce cas-là, vous pourrez, tout ce que vous avez relevé là, vous pourrez nous le dire. Et puis, on va en tenir compte. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est que les réclamations que vous devez faire, elles sont individuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous relevez que sur la liste électorale, il y a plus de 2 millions de personnes qui ne doivent pas y être, parce qu'elles ne communiquent pas l'identité et le lieu de naissance de leurs parents, ça veut dire que vous devez faire plus de 2 millions de réclamations. 2 millions en 10 jours. Parce que la période de réclamation, c'est 10 jours. La période contentieuse, c'est 10 jours. Donc, quel individu peut rédiger plus de 2 millions de recours? C'est impossible. Avec toute la bonne volonté du monde, l'électeur ivoirien ne peut pas rédiger en 10 jours 2 millions de réclamations. Ce n'est pas possible. Plus grave, elle vous dit, bon, non seulement vous rédigez, mais il faut nous fournir tous les éléments de preuve. C'est-à-dire, elle a la possibilité de collecter tous les éléments de preuve, elle ne le fait pas. Mais elle vous demande à vous de faire les réclamations et de collecter les éléments de preuve. Mais vous n'avez pas les 60 milliards? Vous n'avez pas les 60 milliards? Nous n'avons pas les 60 milliards. Donc, en gros, mais c'est tellement insultant pour l'Ivoirien que de lui expliquer que, en gros, elle dit, faites mon travail. Voilà ce qu'il a dit, faites mon travail. Mais moi, j'ai les 60 milliards. Attention. Mais faites mon travail. Donc, en réalité, le contentieux de la liste électorale est quasi impossible. Il est quasi impossible parce que, humainement parlant, le délai de réclamation est extrêmement court et personne ne peut rédiger plus de 2 millions de recours en moins de 10 jours. C'est pas possible. Même si vous prenez 100, 1000 personnes, c'est compliqué, c'est pas possible. Donc, voilà comment le jeu est complètement faussé. À cela s'ajoute, comme irrégularité, le changement des lieux de vote des électeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En principe, quand on ouvre la période d'enrôlement, la CEI peut si vous avez déménagé, vous pouvez vous manifester en disant bon, je n'habite plus Cocody, désormais j'habite à Djamé, j'habite à Découbé, vous fournissez les éléments justificatifs, et puis on va vous relier au lieu de vote le plus proche de votre domicile. Donc vous pouvez faire une demande de changement de lieu de vote. Alors, il y a des personnes qui ont fait la demande de changement de lieu de vote, et puis on n'en a jamais tenu compte. Elles sont faites, et puis lorsqu'elles veulent venir voter, on les a laissées dans la précédente commune de résidence. Vous allez me dire, bon, il peut y avoir, soyons tolérants, il peut y avoir des petits problèmes techniques qui ont fait que le changement n'a pas été tenu compte. D'accord. Mais alors, que dire des personnes qui, elles, n'ont rien demandé? Elles sont tranquilles, elles votent dans leur lieu de vote à Découbé, elles n'ont pas de problème. Et puis, lorsqu'elles arrivent, elles constatent qu'on les a balancées à Gagnora, ou qu'on les a balancées à Boaké, ou qu'on les a balancées à Lofon ou à Bobo. Elles, comment on explique qu'on les a changées de lieu de vote? Pire, il y a des personnes qui se disent ah non, on ne va pas l'avoir,
quand la liste électorale provisoire va sortir, je vais voir si mon nom figure bien sur mon lieu de vote. Donc si mon nom, il y a bien mon nom sur la liste électorale au bon lieu de vote. Et puis les personnes, elles disent bon. Et puis elles voient leur nom, elles disent ah, c'est bon. Et puis le jour du vote, lorsqu'elles viennent, il n'y a plus leur nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'édition de la liste électorale définitive, on a sorti leur nom pour les balancer quelque part. Ça a touché tellement de personnes. Tellement de personnes. Et ça, ils le font. Alors ça, ils ont beau dire, hein, mais on est à plus de 370 000 électeurs qu'on a changé de lieu de vote comme ça. Plus de 370 000. Et quand c'est fait au moment de l'édition de la liste électorale définitive, bah, par définition, plus aucun recours n'est possible. Plus aucun recours n'est possible. Il y a ceux qui s'en rendent compte parce qu'ils vont quand même vérifier la liste électorale définitive. Mais bon, lorsque vous êtes à la déposition de la balance, on vous a balancé à Boaké ou à Yamoussoukro, vous n'allez pas aller jusqu'à là-bas juste pour aller voter. Donc ils savent que comme ça, on vous a éliminé, on vous a neutralisé. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas vérifié, puisqu'elles savent qu'elles ont toujours voté au même endroit. Et puis elles, lorsqu'elles arrivent le jour même, elles ne peuvent pas voter. Et elles ne savent même pas où est-ce qu'on les a balancées. Donc voici quand même ce qui est assez grave ici. Et tout ça, tous ces éléments interviennent avant les élections. Autre cas d'irrégularité, c'est la fermeture et l'éloignement des lieux de vote. Ça, c'est une autre technique aussi. Vous avez toujours l'habitude de voter dans un lieu de vote déterminé. Le jour du vote, vous dites, bon, je vais venir et je vais voter. Sauf que eux, là, ils ont déjà changé la cartographie. Donc quand vous arrivez, pif, on vous dit non, maintenant vos lieux de vote, ils se situent à 10, 15, 20 km, des fois 30 km. Donc les gens ne peuvent pas voter. Voilà comment on élimine tout un électorat. Le jour du vote. Mais tout a été fait bien avant, puisque la cartographie, par exemple, c'est en ce moment qu'on travaille, qu'ils sont en train de travailler la cartographie. C'est là. Pour les élections de 2025, c'est maintenant qu'ils sont en train de travailler sur la cartographie. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. L'autre élément d'irrégularité, tout aussi insidieux, c'est les décisions de dernière minute du gouvernement ivoirien. On l'a vu lors des élections locales de 2023. Qu'est-ce qu'il fait? Il change tout simplement les règles du jeu. Au moment où les candidats étaient en train de constituer leur dossier, voir si bon, leur liste était complète, s'il n'y avait pas de problème, si les dossiers étaient complets pour éviter des rejets, eux, discrètement, ils font passer des élus qui modifient les délais de recours. On modifie les délais de recours dans le dos des candidats. Et puis le candidat est tellement occupé à sa campagne, à préparer sa campagne, à constituer son dossier, il ne voit pas ça. Et puis il ne peut pas penser qu'on est en train de changer les règles du jeu à 1-2 mois des élections. Il le fait. Voilà comment même des candidats qui ont des éléments de preuve pour faire un recours, au moment où ils veulent le faire, eh bien, ils se retrouvent forclos. On dit c'est trop tard, le délai, ben, il a expiré. Mais comment ça il a expiré? Je dispose de temps. Ah non, 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 la loi a changé. Ah, vous pouvez le vérifier. Hein. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et ce d'autant qu'en fait, il y a des dispositions, notamment du protocole de la CEDEAO, qui interdisent qu'on fasse ça, qu'on procède à des modifications 6 mois avant les élections. Donc, de toute manière, c'est interdit par la loi, mais c'est fait quand même. C'est interdit quand même. Je n'ai même pas encore abordé la fraude, hein. Ça, ce sont que les irrégularités qui aboutissent à des fraudes. Évoquons maintenant les cas de fraude avérée.
Le premier cas de fraude que je trouve personnellement scandaleux, parce que pour le coup là, on le voit, on le démontre, c'est l'usurpation d'identité, les cas d'usurpation d'identité. On a quand même trouvé des milliers de personnes sur la liste électorale qui avaient le même nom, le même prénom, la même date de naissance, les mêmes parents, qui sont nés aux mêmes endroits et qui sont nés la même année aux mêmes dates. Bref, ce sont des cas d'usurpation d'identité. Ce sont des cas d'usurpation d'identité. Quand il y a eu ça, parce que ça concerne quand même des milliers de personnes, là encore, on informe la CEI. On dit, mais là c'est flagrant, regardez vous-même. Vous avez 3, 4, 5 personnes qui ont la même identité. On dit, mais c'est des cas, c'est manifeste, c'est frauduleux. Et l'usurpation d'identité, c'est un délit, c'est puni par la loi ivoirienne. Que nous répond la CEI? La CEI dit, on est en Afrique. Et en Afrique, eh ben, on prend l'acte de naissance d'un parent et puis on va l'utiliser. C'est pas grave. C'est pas bien grave parce que ce qui serait grave, c'est si la personne peut voter plusieurs fois. Mais si c'est une personne qui a juste usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et qu'elle va voter sous l'identité de quelqu'un d'autre, ça c'est pas grave parce que c'est pas les mêmes empreintes digitales. Voilà ce que nous répond la CEI. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire, oui, il y a des milliers de personnes qui commettent un délit, parce que l'usurpation d'identité jusqu'à preuve du contraire, c'est un délit en droit ivoirien. Je n'ai pas parlé en droit français ou en droit américain ou en droit belge. C'est-à-dire la législation ivoirienne condamne l'usurpation d'identité. Et la CEI nous répond, on est en Afrique, c'est pas grave. Si des milliers de personnes utilisent l'identité de quelqu'un d'autre pour se faire inscrire sur la liste électorale, c'est pas grave, parce que de toute manière, elles n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Mais ce n'est pas ça le problème. Par définition, si un individu prend l'identité d'un autre individu pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est que lui-même ne remplit pas les conditions pour y figurer. C'est surtout ça le problème. Donc comment vous pouvez, c'est-à-dire que la personne, elle commet un délit d'usurpation d'identité et elle commet une fraude. Parce qu'elle n'a pas à figurer sur la liste électorale. Elle participe à fausser le résultat d'une élection. Et puis toi, la CEI, tu nous expliques, c'est pas grave parce qu'on est en Afrique. Quel mépris. Quel mépris. De la part d'une CEI qui a à sa tête un magistrat. Donc, et ça vraiment, c'est vraiment un cas vraiment scandaleux parce qu'il est manifeste. C'est quelque chose qu'on voit assez facilement et qui nous scandalise parce que vraiment, ils le savent et puis ils laissent. Ça ne leur pose aucun problème. Vous avez un autre cas, et là, pareil. Alors là, vous avez des électeurs, des centaines d'électeurs, des milliers d'électeurs, qui ont la même mère, le même père, ou les mêmes parents. Ça veut dire que vous avez des femmes qui ont mis au monde plus de 500 électeurs. Vous avez des hommes qui ont mis au monde des milliers d'électeurs. Vous avez des couples qui ont mis au monde des milliers d'électeurs. Mais enfin, c'est-à-dire que même la probabilité biologique montre que c'est impossible. Mais ça ne leur pose aucun problème de laisser sur la liste électorale des personnes qui disent, des fois c'est 1000, 2000, 3000, parfois 10 000 personnes qui disent qu'ils ont le même père. Mais enfin, même si on dit qu'il est fort, je veux dire, même si on dit qu'il est vraiment, qu'il est vigoureux, qu'il a commencé très tôt, comment il peut avoir des milliers d'enfants?
Et ça concerne 1 982 902 électeurs. 1 982 902 électeurs. Vous voyez, pratiquement 2 millions. Pratiquement le quart de la liste électorale. C'est scandaleux. Et ça, c'est manifeste. Hein. On leur montre, il n'y a pas un organisme de surveillance du système électoral qui va vous dire que ça, c'est normal. Mais notre liste électorale contient ce genre d'inscription frauduleuse. L'autre cas de fraude, parce que c'est du fraude, c'est la transhumance. Alors, la transhumance, c'est le transfert, hein, c'est le transfert d'électeurs, enfin de personnes qu'on va inscrire ou qui vont se faire un changement de lieu de vote pour aller dans une zone bien donnée, en vue de changer le corps électoral de la zone. C'est ça la transhumance. Dans le cas des élections locales, c'est extrêmement fort. Là-dessus, on nous explique que c'est pas un problème, parce que le code électoral permet à une personne qui s'inscrit pour la toute première fois de s'inscrire où elle veut. Faux. C'est faux. Ce que le code électoral dit, c'est qu'une personne qui vient s'inscrire pour la toute première fois n'est pas obligée de justifier, n'a pas à justifier de son lieu de résidence. C'est juste ça. On me dit, tu ne te demandes pas la pièce justificative de ton lieu de résidence. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut quitter Yopougon pour venir s'inscrire pour la première fois à Découvert. Non. Parce que le code électoral est très clair. Vous devez vivre c'est clair. D'ailleurs, le code électoral, la transhumance, il précise que c'est un délit, hein, en ces termes. C'est l'article 9 du code électoral qui dit quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1,3 million. C'est clair. Si tu vis à Découvert, que tu viens t'inscrire pour la toute première fois à Découvert, on te dit que tu n'as pas besoin de fournir une pièce justificative. Voilà ce que dit le texte. Mais le texte ne dit pas si tu vis à Bobo ou je ne sais où, tu ne peux pas quitter ta zone pour venir t'inscrire à Découvert et penser que tu es dans ton bon droit. C'est faux. C'est de la transhumance. Et c'est interdit par les dispositions du code électoral, par la législation ivoirienne. C'est extrêmement pratiqué. Ils font volontairement de faire croire, parce qu'ils jouent l'ambiguïté en disant qu'on n'a pas besoin de fournir une pièce justificative, mais c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de fournir une pièce justificative que forcément ça veut dire que tu peux venir d'une autre zone. Pour donner un exemple concret, c'est comme si, pour rentrer dans un lieu précis, vous deviez être majeur. D'accord? C'est comme si pour rentrer dans un lieu précis, vous deviez être majeur. Une boîte de nuit, je sais pas. Ça ne veut pas dire qu'à l'entrée, on va vous demander votre pièce d'identité. On peut vous dire non. Mais on va partir du principe que si vous rentrez, c'est que vous êtes majeur. Maintenant, si dedans, dans le lieu, on vérifie et on se rend compte que vous n'êtes pas majeur, mais on va vous sortir, puisque vous ne remplissez pas les conditions. C'est simple. Mais voilà, la série, elle le sait, hein. Ils savent bien ça, hein. Mais ils jouent l'ambiguïté pour faire croire aux gens que c'est autorisé, que c'est normal. Le dernier cas de fraude, enfin, c'est pas le dernier cas, hein, ce sont des exemples qu'on vous a donnés, mais on voulait terminer par ça, ce sont les intimidations. Ce sont les intimidations de tout genre en réalité. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a remarqué que les Ivoiriens demeurent traumatisés quand même.
il y a encore les séquelles, les traumatismes de 2010-2011. Et qu'à l'approche des élections, il y a une tension qui s'installe. Et les gens, souvent, laissent passer des comportements qui savent frauduleux. Mais ils n'interviennent pas parce qu'ils se disent ils sont dangereux, ils peuvent s'en prendre physiquement à nous. Donc la peur paralyse. Et comme la peur paralyse, ça laisse des fraudeurs accomplir un certain nombre d'actions frauduleuses devant les gens qui ne réagissent pas. Parce qu'elles ont peur. Et je pense que ça, faut vraiment prendre en considération cet élément parce que il n'y a pas marqué j'ai peur sur la tête de quelqu'un. Et on ne sait pas forcément ce que les uns ou les autres ont pu voir, ont pu subir, ont pu voir leur famille impactée par la crise post-électorale de 2010-2011. Les gens n'en parlent pas forcément. Mais à l'approche des élections, ça les tétanise. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience pour pouvoir justement adopter les meilleures stratégies de lutte contre la fraude. Prendre en considération le fait qu'on demeure quand même un peuple meurtri et traumatisé. Il ne faut pas sous-estimer cette donnée. Une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les solutions? Comment lutter contre la fraude? Comment lutter contre les irrégularités? Vous avez des solutions pratiques. La première qu'on a pu relever, c'est la nécessité d'enrôler par fédération nos militants et nos sympathisants. Les enrôler sur la liste électorale. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, si je dois faire un parallèle, ne pas être sur la liste électorale, et aspirer au changement, c'est comme être un soldat qui va à la guerre sans armes. Vous ne servez à rien. Un soldat, pour pouvoir mener un combat, il doit être formé, il doit être entraîné, et il doit être armé. Un militant, pour être efficace, il doit être formé, et il doit être sur la liste électorale. Et puis il doit voter, bien sûr. Mais si on n'a pas nos militants, nos sympathisants sur la liste électorale, on ne pourra jamais gagner. Donc ça, c'est quand même fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut consulter la liste électorale. Il faut vérifier si vous y êtes. Il faut vérifier si tous les militants y sont. Il faut vérifier si tous les sympathisants y sont. Et s'ils n'y sont pas, il faut faire le travail d'enrôlement. On ne va pas se mentir. Il ne faut pas dire oui, on va gagner, Gbagbo président, là. Rien du tout si on n'est pas sur la liste électorale. Il ne faut pas qu'on se blague, il ne faut pas qu'on se mente. Pour gagner une élection, le minimum, le b.a.-ba, c'est d'être sur la liste électorale et d'aller voter. On ne peut pas gagner une élection sans ces éléments minimums. Donc, au niveau des fédérations, c'est pour ça qu'on ne cesse de le dire, la victoire du président Gbagbo est entre les mains de la base. La victoire du président Laurent Gbagbo est entre les mains de la base. Elle est entre vos mains. Parce qu'il revient à la base, vraiment, de faire ce travail d'enrôlement au niveau des comités de base, au niveau des sections, de faire du porte-à-porte, d'aller au contact des populations. Il ne faut pas rester entre nous, d'aller au contact des populations, de discuter avec elles,
de voir si elles sont sur la liste électorale. Si celles qui n'y sont pas, pourquoi elles n'y sont pas? De les aider à se faire enrôler. Pour ce faire, celles qui n'ont pas d'acte de naissance, les aider à se faire établir un acte de naissance, les aider à se faire établir un certificat de nationalité pour s'inscrire sur la liste électorale. La phase d'enrôlement pour être sur la liste électorale va intervenir fin septembre, début octobre 2024. Fin septembre, début octobre 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne parvient pas à faire enrôler sur cette liste électorale tous nos militants, tous nos sympathisants, on n'a aucune chance de gagner en 2025 pour même arriver. Parce qu'il n'est pas garanti, on n'a aucune garantie de ce qu'il y ait encore une actualisation de la liste électorale avant les élections présidentielles de 2025, vu que c'est en octobre. Regardez bien, l'actualisation c'est septembre, octobre 2024. Nos élections, c'est la fin du mois d'octobre 2025, on est d'accord. Donc il est probable que la dernière phase, le dernier enrôlement qui va intervenir avant les prochaines élections, il intervient dans quelques mois. Personne ne vous dit ça. Personne ne vous dit ça. Vous pensez qu'on a tout notre temps. Nous n'avons plus de temps. Si nous ne parvenons pas à faire enrôler nos militants et nos sympathisants, il ne faut pas rêver. C'est comme aller à la guerre sans armes, ça revient à la même chose. Ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau des bases pour enrôler les gens, pour préparer l'enrôlement sur la liste électorale. Donc, toutes les personnes qui n'ont jamais eu d'acte de naissance, il faut les aider à se faire établir des actes de naissance. Je crois que les notes de service sont passées au niveau des sections et des comités de base pour dire que ce sont des opérations permises par la loi de 2018. Donc, il faut permettre à nos sympathisants, à nos militants, de se faire établir des actes de naissance pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, pour se faire établir des certificats de nationalité et pour préparer l'enrôlement sur la liste électorale dans quelques mois. Fin septembre, début octobre 2024. C'est important. Quand je dis que tout se joue bien avant, voilà pourquoi il est extrêmement important que cela soit fait. Et ça, vraiment, c'est un travail que la base doit faire. Pour tout vous dire, la victoire du président Laurent Gbagbo est entre les mains de la base. Comme toujours. C'est le peuple qui a permis en 2000 de faire gagner le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui encore, le pouvoir, c'est vous qui l'avez pour installer le président Laurent Gbagbo en 2025. C'est vous qui l'avez. C'est à la base de faire ce travail, de faire du porte-à-porte. Il faut vraiment aller au contact de nos parents, discuter avec nos parents. Et puis faire ce travail d'enrôlement. C'est fondamental. L'autre travail, vous allez voir, quand je dis la base, c'est vraiment vraiment les militants de base, ce sont les héros. Ce sont les héros anonymes qui permettront la victoire du président Laurent Gbagbo. Il faut dire ce qui est. L'autre travail qui sera demandé à la base et qui est fondamental, c'est la cartographie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des fois ils suppriment des lieux de vote, ils en créent des nouveaux, et puis comme ça ils se croient malins, et puis ils privent nos électeurs de lieux de vote proches de leur domicile. Je sais que ce travail a déjà commencé, mais il est important de sensibiliser sur le fait qu'il est vraiment fondamental que tous nos secrétaires généraux de comités de base et de section fassent ce travail, qu'ils vérifient bien que les lieux de vote sont proches des habitants de notre électorat, qu'ils vérifient que les bureaux de vote ne posent pas de problème pour nos personnes âgées et pour les personnes à mobilité réduite. Parce que ça ne sert à rien qu'un bureau de vote soit dans les étages si une personne ne peut pas monter les escaliers. Ça élimine des électeurs. Et une voix est une voix. Et une voix, toutes les voix vont compter pour 2025. Donc on ne peut même pas s'amuser à en perdre une seule voix. Donc si vous voyez que les lieux de vote ne sont pas adaptés, ou sont éloignés de notre électorat, ou sont dangereux, difficiles d'accès, il faut les remonter très vite à la direction. C'est fondamental. Nous aussi, on doit proposer des lieux de vote qui sont proches de notre électorat. Eux le font, hein. Donc nous, tâchons de le faire. Parce
Parce que ça aussi, c'est important. C'est ce qui nous permet aussi de convaincre des fois des gens d'aller se déplacer. Parce que quand c'est pas très loin, les gens vont aller. Mais si vous leur dites de faire 10 km ou 15 km, qui va payer leur transport? C'est ce qu'ils vont vous répondre. Donc ils ne vont pas faire. Donc c'est vraiment un travail à faire, vérifier où se situent les lieux de vote et s'ils ne sont pas trop éloignés de notre électorat. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les actes d'état civil, parce que c'est l'enrôlement aussi à préparer, donc vraiment je compte sur vous pour faire ce travail d'établissement des actes de naissance. Il faut demander, il ne faut pas que les gens aient honte, soient gênés, il faut vraiment le contact des populations pour voir si chacun a son acte de naissance. Et aider les personnes qui ne l'ont pas à le faire. Eux le font, hein. Eux font établir des actes de naissance, ils ont déjà commencé. Donc, à nous de faire la même chose. On ne va pas laisser vraiment un certain nombre de nos parents sans acte de naissance, et puis bon, s'ils n'ont pas d'acte de naissance, s'ils n'ont pas de certificat de nationalité, ils ne peuvent pas les voter. Mais je vais vous dire à quel point c'est même important qu'ils aient leurs actes de naissance. Je vais vous dire à quel point c'est important. Au-delà des élections. Lors des événements intervenus en 2011, vous savez, c'est pas un gouvernement, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Lorsqu'il nous a fallu saisir la CPI pour dire que notamment dans l'Ouest, il y a des gens qu'on a massacrés. Il y avait un certain nombre de documents à fournir, parce que quand on dit « Ah, on a tué telle personne », on doit apporter la preuve. Mais quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas d'acte de décès. Et quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'existez pas aux yeux de la loi. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Vous n'avez pas d'existence légale. C'est-à-dire que vous tuez là. Quand on vous tue, et quand on va dire, mais oui, tu as tué la méthode, c'est qui? Mais bon, lui, c'est mon petit frère. Oui, mais ton petit frère, il n'a pas d'acte de naissance? Ah non, donc il n'existe pas. C'est violent. C'est extrêmement violent. Et ça a été une réalité judiciaire. Il y a des tas de personnes qui ont perdu la vie et qui ne vont jamais obtenir justice, jamais être reconnues dans leur qualité de victime parce qu'elles n'existent pas aux yeux de la loi. Voilà pourquoi il est fondamental, pour avoir une existence légale, d'avoir son acte de naissance, au-delà de tout. Vous n'avez pas d'existence légale, vous ne pouvez rien transmettre à vos enfants après la mort. Vous n'existez pas. On va dire oui, mais nous, dans nos villages, on se connaît. Oui, on se connaît. D'accord, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais aux yeux de la loi, c'est pas vrai. Donc, quand on vous tue là, et que d'autres personnes viennent, comment nous, ensuite, comment vous défendez vos droits? J'ai des droits. Le j'ai des droits là. Le j'ai des droits repose sur une existence légale. Mais si vous n'existez pas légalement, vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes rien. C'est violent, mais je préfère vous le dire parce que vaut mieux vous informer comme ça qu'avoir la violence en face. On l'a déjà connu en 2010-2011 et ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de ça. Je vous dis, il y a des milliers de personnes, il faut qu'on se dise des choses, il y a des milliers de personnes, jamais elles ne seront reconnues comme victimes parce qu'elles n'ont pas eu d'existence légale. Elles n'ont pas eu d'existence légale. Donc vraiment, il y a ce travail à faire déjà pour nos parents, pour nos concitoyens. Il faut qu'ils le fassent. Pour eux-mêmes, ils établissent leurs actes de naissance. Et puis, on va les aider à établir un certificat de nationalité. Et puis, on va les aider à les mettre sur la liste électorale. Parce que c'est bien de dire, oui, ils vont partir. Ils vont partir comment? Vous allez les chasser comment? Si vous ne vous mobilisez pas, si vous n'allez pas vous enrôler sur la liste électorale, vous allez les chasser comment? Parce que l'autre élément aussi de lutte contre la fraude, c'est le taux de participation. Il faut aller voter. C'est ce que je dis souvent. Vous savez, le jour du vote,
c'est un peu comme quand on passe un examen à l'école ou à l'université. Si dans l'amphithéâtre, si dans la classe, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de professeur, mais tout le monde doit préparer sa copie. Mais il va y avoir la triche. Mais c'est évident. Pour pas qu'il y ait de triche, il faut qu'il y ait un professeur, il faut qu'il y ait des surveillants. Dans le cas d'une élection, les surveillants, ce sont les électeurs. Participez au processus électoral. Allez voter. Restez dans les bureaux de vote pour pas qu'on vous vole le victoire. Mais si vous vous désintéressez, on va vous voler. C'est évident. C'est évident. Si vous n'êtes pas là, on vous vole. La vraie question, c'est est-ce qu'on n'a pas assez d'être volé? Est-ce qu'on peut au moins, pour une fois, se réengager dans notre processus électoral, se réapproprier notre processus électoral, en allant s'inscrire sur la liste électorale, en allant voter, et en disant non, vraiment cette fois-ci-là, je vais rester, je vais voir comment ça se passe. Et vous allez voir. C'est vrai, il y a aussi cet aspect psychologique. Parce que dans une salle de classe, même celui qui veut tricher là, s'il y a le surveillant qui passe à côté de lui ou qui le regarde, il ne peut pas tricher. Même s'il avait envie, il va pas tricher. Mais si vous laissez les gens entre eux, ils vont tricher, c'est sûr. Donc la meilleure façon, le pire ennemi de la fraude, c'est la participation des électeurs. Il faut participer au processus électoral. Il faut aller voter. Une autre façon aussi, fondamentale, un des éléments très importants dans le cadre du processus électoral, et qui intervient aussi avant le jour du vote, retirez vos cartes d'électeurs. Retirez vos cartes d'électeurs. Il faut les récupérer. Il ne faut pas vous dire non, c'est pas grave, le jour du vote, je vais aller prendre ma carte. Non. Quand vous dites ça, là, eux, ils ont déjà pris votre carte pour la remettre à quelqu'un d'autre. Et la personne va voter avec votre carte d'électeur. Et puis quand vous arrivez, c'est trop tard. Donc vous dites non, vous avez déjà voté. Vous dites mais non, je n'ai pas voté. C'est maintenant que je viens. Non, regardez, vous avez déjà voté. Donc les cartes d'électeurs, il est important de les retirer. Très important de les retirer, de les récupérer. Parce que c'est ce qu'ils utilisent aussi pour frauder. Alors il y a aussi des solutions politiques. Les solutions politiques, la direction du parti les a déjà évoquées, à savoir la recomposition de la CEI, parce qu'effectivement, la CEI, dans sa composition actuelle, elle est scandaleuse, et elle montre bien qu'elle est incapable d'être indépendante du pouvoir politique, et qu'elle est incapable de suivre un processus électoral en toute et vraiment impartialité. Donc il est fondamental de changer, de revoir la composition de la CEI. Et quand je dis revoir la composition de la CEI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEI doit être composée majoritairement de l'opposition. Et oui, et c'est pas honteux de le dire, la CEI dans sa composition, elle doit être composée majoritairement de l'opposition. Et quand je dis l'opposition, c'est la vraie opposition, C'est pas des micro-partis que vous allez créer en disant bon voilà, ça c'est l'opposition. Non, c'est la vraie opposition, notamment l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, notamment. Ça c'est le minimum. On est quand même dans une CEI et dans un environnement où le chef de l'État est président de parti. Le chef de l'État est président de parti. Il a les deux casquettes. Et à la CEI, il a son représentant en tant que chef de l'État et il a son représentant RHDP. En fait, il est doublement représenté. Donc, ce n'est pas normal que la CEI soit composée majoritairement du pouvoir. Et pour donner confiance à l'opposition, il faut forcément revoir la composition de la CEI. La direction a aussi parlé de l'audit de la liste électorale, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, elle est truffée d'incongruités et d'irrégularités et de fraude, d'éléments frauduleux. Donc, l'audit de la liste électorale est fondamental. La direction veut aussi les audiences foraines, parce que c'est ce qui permet, en cas des audiences foraines,
de permettre à chacun d'avoir ses actes d'état civil en limitant au maximum les éléments frauduleux. Ça, on est d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait s'ils ne le font pas? Qu'est-ce qu'on fait s'ils ne veulent pas d'audience pour règle? Qu'est-ce qu'on fait s'ils ne veulent pas d'audit de la liste électorale? Quoi, on va croiser les bras et pleurer? Ou se dire non, non, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis le pouvoir actuellement du changement, il est entre vos mains. Il est entre les mains de la base. Vous voyez, il ne faut pas vous sous-estimer, hein. Vous êtes une force. Vous êtes la force du parti. Vous êtes la véritable force du parti. Sans vous, on ne gagne rien. Vous êtes les soldats du président Gbagbo. Si le président Gbagbo gagne demain, c'est vous. S'il perd, c'est vous. Vous êtes la force du président Gbagbo. C'est pour ça qu'il est important de s'organiser. Tout ce que je vous dis, et si je vous donne les éléments, ce sont les alertes, c'est pour vous préparer. Il faut qu'on soit prêt pour qu'en septembre, octobre, on enrôle un maximum de personnes sur la liste électorale. Il faut que tous nos militants, tous nos sympathisants soient sur la liste électorale. J'irai même plus loin, vous là, même au sein de vos familles. Les messieurs, vos épouses doivent être sur la liste électorale. Vos enfants majeurs doivent être sur la liste électorale. Mesdames, vos maris doivent être sur la liste électorale. Tous vos enfants, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos cousins, ils doivent être sur la liste électorale. Ça passe déjà par la cellule familiale. Si vous n'arrivez pas à enrôler les membres de votre famille, c'est le voisin qui va enrôler. Déjà au sein de chacun de vos familles, vous pouvez enrôler plusieurs personnes. Donc imaginez tous les électeurs que le président Laurent Gbagbo peut avoir. C'est pas si compliqué que ça. Mais ça demande du travail. Et ce travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas... La base, vous êtes la force du président Laurent Gbagbo. Vous êtes la force du président. C'est pas la direction. La force du président Laurent Gbagbo, c'est vous. Vous êtes la force du président Laurent Gbagbo. Plus vous allez vous mobiliser, plus on augmente nos chances de gagner, et plus la victoire ne pourra pas nous échapper. Il ne s'agit pas de bomber le torse, c'est pas ça, c'est le travail. Chacun dans sa zone, chacun au niveau de son cercle familial et d'amis, posez la question et vérifiez. Vérifiez si tout votre entourage est bien sur la liste électorale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose qui nous est accessible. On peut vérifier. Si chacun, au niveau de sa famille, fait ce travail, on peut pas faire. Donc, pour conclure, vraiment, je dirais ce que le président Laurent Gbagbo a dit et a redit, on n'a rien sans combat. On n'a rien sans combat. Toute la vie du président Laurent Gbagbo a été un combat. Toute sa vie. S'il avait écouté toutes les personnes qui se sont découragées, il n'y aurait pas eu de multipartisme. S'il avait écouté toutes les personnes qui ont été découragées, il n'aurait pas pu accéder au pouvoir. S'il avait écouté toutes les personnes qui ont tenté de nous décourager, il ne serait jamais sorti de la CPI. S'il avait écouté toutes les personnes qui ont tenté de nous décourager, il ne serait jamais rentré en Côte d'Ivoire. C'est parce que sa vie est un combat qu'il y a des victoires. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Donc si nous voulons la victoire en 2025, menons le combat. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une liste
Oui, mais c'est pour ça qu'ils disent, quand ils disent qu'il va retourner le... Ah non, il ne retourne plus là. Enfin, il avait une traque de Gisèle. Non, non, il va avec Cheikh Gaspard. J'ai vu le truc avec Gisèle. Mais moi, j'ai vu Cheikh Gaspard avec... Regarde ici. J'espère que nous avons bien écouté. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Alors, nous avons dit merci à notre habitant. Il nous a présenté notre... S'il vous plaît. Donc, je disais que notre habitant a insisté dans son intervention qui était sur la période préélectorale. Donc elle a insisté sur la période préélectorale et elle a dit que les fraudes et les irrégularités ont déjà démarré. Et elle a défini les irrégularités comme le non-respect des procédures et les fraudes comme une volonté de péché. Au niveau du non-respect des procédures, il y a la volonté manifeste de ne pas respecter l'article 7 du Code électoral. Et le non-respect de l'article 7 du Code électoral a fait que nous avons plusieurs personnes qui sont inscrites de façon insinuée sur la liste électorale. Donc nous avons plus de 2000 personnes. 2 millions. Plus de 2 millions de personnes qui ne respectent pas les conditions de l'article 7. Et plus de 500 000 personnes qui sont des centenaires qui sont sur la liste électorale. Et au niveau de la fraude, on a l'anticipation des identités et on a la confiance électorale. Et elle nous a dit aussi comment nous devons faire pour lutter contre la fraude. Donc notamment les membres des SG, des comités de base, des secrétaires de section doivent s'impliquer dans la révision de la liste électorale. Donc ceci étant, on va ouvrir une première liste de 5 personnes pour les questions des populations. Pendant qu'on reste la liste, il y a les fiches d'évaluation qui sont en train d'être distribuées par le camarade Ninaï. Il s'agit donc de les renseigner pour que nous nous assurions que vous avez bien compris la formation. Les fiches d'évaluation seront ramassées juste à la fin de la formation. Vous pouvez les renseigner rapidement. Donc, le premier nom, c'est le camarade Beau. Le CA Beau. Le camarade Beau. Oui, Gérard. C'est Bobby Gérard. Le CA, les membres de la direction de Bobby Gérard. Bobby Gérard. Soyez précis et concis. Et si un camarade est venu sur votre question, vous pouvez passer. Bonsoir à la présidence. Et mon intervention s'articule sur 3 points que j'ai pu constater. D'abord, les 2 premiers points, je pense que c'est une contribution. Et le 3e point, c'est une interpellation sur un vide juridique que je pense qu'on devrait débattre là-dessus. Sur les premiers cas de fraude qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire l'utilisation des cartes d'électeurs d'autrui pour aller voter. Mais ce qu'il faut constater, c'est que pendant les votes, les cartes d'électeurs ne sont pas très souvent utiles parce que la CEI permet de voter avec les pièces d'identité.
Et dans mon enquête, après les élections, ce que j'ai pu constater, c'est que je peux avoir des militants sur la liste électorale, je prends leur photo, leur identité, et je fais des vraies fausses d'identité, je remets des personnes pour aller voter. On a eu ces cas à Djamé très souvent et qui se sont passés aussi même dans d'autres communes. Un autre point que j'ai pu avoir lors de mes échanges avec certaines personnes qui partent de l'opposition, c'est l'utilisation du système informatique. Ils nous ont bien expliqué que pendant la délibération, pendant la transmission des votes, ils ont des informaticiens qui ont intégré le système de la CEI et qui peuvent changer à tout moment les chiffres. Je donne un exemple. Il me dit, on prend la mairie, la jamais mairie. Si nous savons que tu as 100 voix et que notre candidat a 5 voix, notre informaticien, il est capable d'échanger, d'inverser le moment de la transmission des résultats à la CEI. Il intègre le logiciel de la CEI et il change automatiquement les nombres. Et c'est ce qui s'est passé avec ce même informaticien qui m'a indiqué pour les déplacements des électeurs. Parce que là, il n'y a pas une intervention de la CEI, et ce sont les candidats même qui le font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un informaticien, ils ont une liste électorale. Au moment où la CEI doit imprimer la liste définitive, l'informaticien fait le déplacement. Il déplace tout le monde, ceux qui ont été déplacés, et il le fait très souvent sur des patronymes. Parce qu'il va expliquer que tous les noms de l'OS vont forcément voter pour toi et il va les dépasser automatiquement. Et on a eu à constater très souvent ces cas-là parce que j'ai été confronté à des candidats qui m'ont expliqué ces difficultés et je suis allé vers l'information. Le dernier cas de faute qu'on constate aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la multiplicité, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, c'est sur la transhumance. Pour moi, il y a un grand vide juridique parce que, certes, le code électoral nous dit qu'il ne faut pas aller voter lorsqu'on n'est pas résident d'une commune. Il ne faut pas se déplacer pour aller voter. Je vais parler de façon terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Mais cependant, dans le code électoral, il est dit aussi que pour pouvoir s'inscrire dans un bureau de vote dans une commune, il faut démontrer de sa résidence. Alors que le moyen pour justifier de sa résidence en Côte d'Ivoire est l'établissement d'un certificat de résidence. Et pour pouvoir établir le certificat de résidence, j'ai à justifier d'une facture d'électricité et de la pièce d'identité d'une personne qui vit dans la commune. La question que je me pose, comment parer à une situation où la loi me permet d'aller m'inscrire lorsque je dispose d'un certificat d'un certificat de résidence dans une commune. Là, la question est difficile parce que la loi, certes, elle condamne, mais dans la mesure où l'individu arrive à démontrer qu'il a un certificat de résidence qui est établi par l'autorité de police, dans ce cas, je ne suis plus dans un cas de faute. Donc la question là doit être creusée pour qu'on puisse réfléchir ensemble parce que est-ce la responsabilité des autorités de police qui ont délivré sans enquête préalable de la résidence de cette personne sur le territoire communal, ou si la CEI peut intervenir après que l'autorité de police m'ait délivré un certificat de résidence? Parce que cela me permet de me protéger vis-à-vis de la loi, puisque l'autorité de police m'a déjà délivré. Et là, il y a vraiment une question à se poser, il y a vraiment une grosse utilité qui permet de faire, parce que quand on discute avec la CEI, ils nous disent la transhumance, c'est l'interdiction de transporter des individus parmi le futur. Et ils ne nous disent pas que c'est le certificat de résidence qu'il ne faut pas y avoir. Donc c'est là que je vous fais parler. Merci. Merci, camarade. Camarade Soro. Je voudrais remercier Maître Abiba avec sa délégation. Et je suis très fier des cours que vous venez de nous donner parce qu'un militant sans formation politique et
genre de situation, vous devez répéter ça pour que nous soyons très formés. Mais ma question est la suivante. Le président de la commission électorale, il est là pour toutes les élections éternelles ou bien il a un mandat? Il doit changer. Mon deuxième problème, je ne sais pas si c'est une question. Il y a des bureaux de vote qui ont été déguerpis sauvagement avec le déguerpissement d'Alassane Ouattara dernièrement. Et qu'est-ce qu'on fait de ces électeurs qui votent là? C'est mon deuxième problème. Le troisième problème, je me demande comment, dans un pays organisé, il y a des gens qui se promènent avec des milliers de cartes d'électeurs dans les sachets distribués à des votants à tout le point de vue. Le troisième problème, le quatrième problème, les représentants de nos candidats dans les bureaux de vote n'ont pas de rôle à jouer. Et je m'explique. Lorsque un votant arrive, on ne nous laisse pas le droit de vérifier est-ce que la date d'électeur, la pièce d'identité, c'est la personne qui est là. Et les gens votent comme ça. Il y en a même qui viennent dans des tenues masquées, je parle des femmes du noir là. Elles sont habillées en noir. On dit enlève le voile, on va voir ton visage. Impossible. Elle voit. Elle vient derrière le vote. Elle peut voter même 5 fois. Si on ne voit pas son visage. Voilà le problème. Je vous remercie. Bonsoir, chers camarades. Je suis véritablement reconnaissant pour cette formation. Franchement, j'ai beaucoup appris. Mais j'ai beaucoup d'interrogations. Parce que l'an dernier, nous avons eu ces mêmes preuves à la télévision. On a exposé sur toutes ces fraudes. Et avec le président de la CEI, à la télé, vous avez débattu. Vous avez débattu. Et on a fait, vous avez montré toutes les preuves. Mais franchement dit, l'élection passée, les militants sont sortis de voter. Nous avons voté massivement. Mais la CEI a cette tendance à toujours manipuler les résultats. Aujourd'hui, vous avez dit, on sort pour s'envoler. Et on va enregistrer tous les militants posés. On peut le faire. Et on a toujours fait. Mais l'interrogation qui existe est que qu'est-ce que la direction du parti fait effectivement pour que le problème de la CEI soit résolu. Parce que les militants ont beau s'enregistrer, mais les résultats, c'est la CEI qui détient toujours le dernier mot. Et le cas simple que je vais donner comme exemple, c'est l'année dernière au niveau des courants. On a eu des résultats. Les résultats sont restés sur le lieu de vote. Il y a eu le déploiement. Et à un centre qui est décidé, lorsque le plan de déploiement est arrivé, les gens sont arrivés au bus, les gens ne sont pas sortis du centre. Nous pas sortis, comme tout le monde n'a pas besoin de même devant le centre de chasser. Et la nuit, les gens ont veillé à connaître les résultats. Mais dans une période, en 2 heures de temps, les résultats ont changé, moi, c'est réveillé le matin. Et le constat que j'ai fait, franchement, excusez-moi, mais le PPAC n'a pas réagi comme nous on le voulait. Parce que on a accepté carrément les résultats qu'on nous a donnés et il n'y a pas eu d'étude. Donc mon interrogation est qu'est-ce que la base de qu'on appelle l'essence du parti fait effectivement pour que ce problème soit résolu une fois pour toutes. Et je vous remercie. Merci bien. Il n'est pas resté là-bas. Il n'est pas resté là-bas, ça parle. Avant d'exposer, on avait parlé de parfois de l'égalité, de des solutions. Nous avons pris acte des solutions à faire. Maintenant, tu peux évoquer sur l'égalité.
Nous, ça dépend de nos compétences. Les réunions, les réflexions ainsi sur la liste électorale, les moyens de communes. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous, à nos niveaux, nous allons faire ce que vous avez demandé. Enseignants parlant, pour connaissance, j'ai connais dans le service avec les collègues. Maintenant, vous, à votre niveau, là, vous de l'université, qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème? Maintenant, il y a d'abord, il y a parlé du bureau de vote. Les résultats du bureau de vote, ils sont là pour le nom. Soit avant, quand les électeurs arrivent, on prend la carte d'électeur, on vérifie le nom, ensemble avec les assesseurs, les résultats des bureaux de vote, pour voir si le nom est sur liste. On vérifie. Maintenant, ce n'est pas le cas. On a assis. On a assis tranquillement, eux ils viennent, c'est le bureau de la suivi, les secrétaires, ils vérifient le nom, ils donnent le bureau de vote, et puis le conseiller va voter. Nous, on est là pour voir si la lune, les aviseurs ou pas, la réception ou pas. Mais on n'a pas accès à la carte pour voir si celui qui en fait est le propriétaire de la carte. Ça aussi, il faut le voir avec la suivi, c'est déjà. Oui, on remercie. Nous remercions la camarade Amiba Touré pour son intervention et en conférence. Le camarade président Robago nous a appris à nous défendre avec les moyens que donne la loi. Or, on a en face de nous des gens qui ont toujours utilisé les moyens que ne leur donne pas la loi. Tout à l'heure, vous avez dit que le pouvoir se trouve entre les mains de la base. La base fait son effort. Mais en face de nous, il faut le dire, nous avons des moyens. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit ici, c'est bien beau. Mais déjà, ils ont déjà les idées, déjà qui sont en train de concevoir pour organiser une fraude avec je ne dis pas son nom. Et nous, on est là. Nous avons vécu 2010, ça n'a pas été facile. Alors, face à cette situation, à quelqu'un qui ne veut pas changer de position, ils sont toujours à l'heure, comment les dire, dans la logique, c'est bien de conserver le pouvoir par tous les moyens, y compris le maître, y compris la fraude. Ça, par rapport à ça, c'est ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on est là, on travaille, mais c'est difficile. C'est très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, donc ce que je vais demander face à ce pouvoir qui est résigné à tout à se mettre au pouvoir par la faute. Malgré votre intervention, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci d'être là. Ok, c'est ça le dernier service. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer la fiche d'évaluation qu'ils reçoivent et m'interpellent sur la question? Oui, camarades, on vous a distribué des fiches d'évaluation sur lesquelles on vous pose des questions pour savoir comment est-ce que vous trouvez la formation, comment est-ce que vous trouvez les conditions dans lesquelles la formation est menée, l'heure, est-ce que c'est bon, le temps que ça tue, est-ce que c'est bon, la façon dont c'est organisé, est-ce que c'est bon, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à changer, qu'est-ce que vous attendez que l'on fasse? C'est des choses pour vous aider à améliorer ce que nous sommes en train de faire. C'est bon? Vous mettez les points, vous mettez les couches, avec plusieurs questions, vous mettez les points, vous mettez les couches. Et puis à la fin, on a laissé un petit espace. S'il y a quelque chose de particulier que vous voulez, vous nous donnez ça aussi. C'est bon pour vous aider à améliorer les formations que nous faisons, c'est pour nous, c'est pour vous. Donc il faut qu'on le fasse selon ce que vous attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu qu'on fasse et qu'on n'a pas fait, par exemple? On n'a pas reçu. C'est bon? D'accord, merci pour toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre comme je peux. Alors, en ce qui concerne donc le camarade de CA Boris Gérard, alors effectivement, on peut voter sans carte d'électeur, sans présenter sa carte d'électeur dès lors qu'on a sa carte d'identité et que eux vérifient qu'on est sur
la liste électorale. Et je ne doute pas une seule seconde qu'effectivement il y a pu avoir de fausses cartes d'identité en circulation. Concrètement, il s'agit de réduire la fraude comme on peut. Il faut déjà commencer par réduire la fraude. L'un des moyens utilisés par la fraude, c'est l'utilisation des cartes d'électeurs, la distribution à des personnes qui ne sont pas les véritables détenteurs, propriétaires du moins, de cartes d'électeurs, de vrais électeurs. Ça, il le faut. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être vigilant, il faut aller récupérer sa carte d'électeur. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des personnes qui ne se baladent pas avec des fausses cartes d'identité. Ce sont deux problèmes distincts. Mais les cartes d'électeurs qu'on peut utiliser pour aller voter, allez les récupérer. Parce que si vous ne les récupérez pas, d'autres les récupèrent à votre place et les utilisent. Camarades, s'il vous plaît, la formation n'est pas terminée. Les questions font partie de la formation parce que ça permet d'approfondir des choses qui n'ont pas été dites. Ça permet de clarifier aussi les préoccupations. Les camarades qui sont intervenus ont posé des questions, ils attendent des réponses. C'est vrai, vous êtes là depuis 13 heures, il est 18h30, nous sommes fatigués, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, un peu de patience, nous allons bientôt finir et nous allons bien finir. Je vous remercie. Donc voilà déjà ce que je peux dire pour ça. Maintenant, l'utilisation de fausses cartes d'identité amène deux problèmes. Parce que pour utiliser une fausse carte d'identité, on va faire une carte d'identité au nom d'un électeur du lieu de vote, du bureau de vote. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire qu'on va faire une fausse carte d'identité au nom d'une personne qui figure dans le lieu de vote dans lequel on veut voter. Déjà ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça pose le problème effectivement des représentants, des candidats qui peuvent essayer de voir si la carte d'électeur qui est présentée correspond bien à la personne qui va voter éventuellement. Mais enfin, si c'est une fausse carte d'électeur, ça ne résout pas le problème. Et c'est pour ça qu'on dit depuis le début qu'il faut une participation massive. Tout ça est possible parce qu'il n'y a pas de participation massive. Mais s'il y a une participation massive des électeurs, c'est compliqué pour eux de frauder. C'est extrêmement compliqué pour eux de frauder. Ils fraudent dans les endroits où justement ils se rendent compte qu'il n'y a pas trop de participation, donc ils peuvent faire un certain nombre de choses. Et c'est plus facile d'ailleurs d'intimider les représentants des candidats quand il n'y a pas un fort taux de participation, notamment. Donc, c'est justement l'une des façons de lutter contre ça. Je ne dis pas que ça peut être la seule, il peut en avoir d'autres, mais c'est une participation massive. Mais je vais revenir, puisque cette question-là, elle est revenue à un moment donné, donc je l'approfondirai tout à l'heure. En ce qui concerne les informaticiens qui changent les résultats, voire même les inverses. Bon. Ça, je reste un peu dubitative. Je reste un peu dubitative, pourquoi? Parce que si les informaticiens, il leur suffisait de changer, d'inverser les résultats, mais ils ne vont pas se prendre la tête pour faire enrôler les gens sur la liste électorale. Leurs mêmes informaticiens peuvent rajouter des noms sur la liste électorale. Leurs mêmes informaticiens peuvent faire ça. Si c'est aussi simple que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'informaticiens. En ADC, c'est pas tout. On ne peut pas évoquer tout ici, parce que évoquer tout ici, ça va nous affaiblir, nous, au niveau de SAFE, pour les contrecarrer sur un certain nombre de choses. Il y a des choses qui doivent demeurer confidentielles, mais ils utilisent des informaticiens, mais pas comme ça. Ça, c'est ce qui a été indiqué est un peu plus compliqué. Sinon, s'ils peuvent inverser comme ils veulent, changer comme ils veulent les résultats, de la même manière qu'ils peuvent rajouter des listes et des listes et des listes d'électeurs et changer carrément le corps électoral, ils n'ont pas besoin de s'enrôler. Or, on voit quand même qu'eux-mêmes font un travail au niveau de l'enrôlement et jouer comme ça sur la liste électorale, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, je reste dubitatif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de vérité, mais je dis que le système est différent et ce n'est pas vraiment à ça que leur servent les informaticiens, en tout cas ce que nous, on a pu relever. Alors, en ce qui concerne la transhumance et le certificat de résidence délivré par avec complaisance, oui, il peut y avoir des certificats de résidence délivrés avec complaisance. Donc moi, je ne vois pas trop le problème du vide juridique. La loi, elle est assez claire. Eux, ils jouent sur quoi? Ils jouent sur le fait que si on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on n'a même pas besoin d'un certificat de résidence en réalité. Quand on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on n'a pas besoin de justifier de sa résidence. C'est ce qu'ils disent.
On n'a pas besoin de justifier de sa résidence. Donc, ils n'ont pas besoin de... En fait, le certificat de résidence peut leur servir lorsqu'ils veulent changer de lieu de résidence. Là, effectivement, on peut utiliser des certificats de résidence de complaisance pour dire, voilà, j'ai besoin de faire le plein dans tel lieu de vote, donc je vais transporter des électeurs qui votaient à tel endroit à tel autre endroit. Et effectivement, là, on peut trouver l'utilisation des certificats de résidence. Mais ce que j'évoquais, c'est le cas de la personne qui n'a jamais voté, qui n'a jamais été inscrite sur la liste électorale. Cette personne-là n'a pas besoin de justifier. Et c'est souvent là-dessus qu'ils fraudent. Parce qu'ils peuvent vous prendre quelqu'un d'un village perdu, vous le ramener à un autre endroit pour le faire enrôler, et là, ils n'ont pas besoin de fournir de preuves. Donc et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Parce que quand la CEI les reçoit, la CEI et moi, tu me dis qu'on les a transportés peut-être, mais moi, la loi, comme c'est la première fois, ils peuvent s'enrôler. Et ils n'ont pas besoin de justifier de leur domicile. Donc ça, effectivement, ils le font. Mais ce que je dis, c'est que, et puis, il y a des candidats qui ont trouvé des façons aussi assez judicieuses, je dirais. J'ai pu le voir, justement contrecarrer ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient de quelle zone on allait chercher les électeurs pour les amener dans sa zone à lui. Ils savaient que ce n'était pas son électorat, ce n'est pas l'électorat de la commune. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait amener des huissiers dans les villages pour relever l'identité de tous les habitants du village, qui disent oui, c'est notre village, c'est chez nous. Et puis il a pris ça pour dire bon, ils sont partis dans telle zone. Voici, c'est les mêmes identités, les mêmes noms, les mêmes prénoms, les mêmes trucs, et ces personnes-là sont partis dans telle autre zone. C'est des choses qui ont été faites aussi par un certain nombre de candidats, c'est judicieux. Je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, parce que ça demande des moyens financiers énormes, et puis bon, c'est pas tout le monde forcément qui veut répondre, mais disons qu'ils vont frauder. Et je dirais que la fraude, dans tout processus électoral, vous allez avoir de la fraude, dans tout processus électoral. L'objectif est de la limiter considérablement. C'est de la limiter considérablement. Et pour la limiter, c'est comme je vous dis, c'est comme un examen. Quand vous faites un examen, pour ceux qui ont fait l'université dans les amphis ou à l'école, même si le surveillant il passe, il y en a qui trichent. Il y en a qui trichent. Donc on ne va pas éradiquer la fraude. Mais ce qui est certain, c'est que si les gens sont vigilants, c'est plus compliqué de frauder. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Sinon, on ne va pas vous mentir, la fraude, on ne pourra pas l'éliminer. Dans tous les pays du monde, il y a la fraude. L'objectif, c'est de la limiter au maximum. Et donc, c'est d'avoir les bonnes techniques, d'être vigilant, de participer au processus électoral pour la limiter considérablement. C'est ça l'enjeu. Pour le camarade Soro, alors, non, je peux rassurer, le président de la CEI n'est pas éternel. Il n'est pas censé être là tout le temps, il n'était pas là avant, il est là maintenant. Alors, je suppose qu'il veut durer le plus longtemps possible, mais son mandat est censé prendre fin. Il y a un débat qui va se poser, est-ce que c'est lui ou pas qui doit être là pour les prochaines élections présidentielles? Puisqu'en réalité, son mandat est censé prendre fin. Mais ils ont indiqué qu'il aurait été prorogé jusqu'après les élections. Bon, ce n'était pas normal, mais enfin. Mais pour vous dire qu'effectivement, il y a un débat par rapport à ça, et il n'est pas censé rester là éternellement. Ça, c'est clair. Mais au-delà même de sa personne, c'est même les membres de la CEI, la composition même de la CEI qui pose problème. Ce n'est pas lui en tant qu'individu, c'est tout le bureau, c'est tout le bureau central de la CEI qui pose problème. Les commissaires centraux, ça pose problème. Donc c'est vraiment ça sur lequel on doit pouvoir se pencher. Les électeurs déguerpis, ça aussi effectivement, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Il s'agit aussi de voir, parce qu'ils ont été déguerpis dans une zone, où est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'on a la possibilité de savoir où est-ce qu'ils sont? Est-ce que là où ils sont proches encore de nouveaux lieux de vote, des lieux de vote dans leur nouveau lieu de résidence? Il va se poser la question effectivement de voir de quelle manière on peut les enrôler on peut faire le changement pour les enrôler sur leur nouveau lieu de vote. Mais tout ça, c'est un travail colossal, mais qui repose sur la base. Parce que c'est au niveau de chaque quartier que les gens savent qui est qui et qui peuvent aider en fait ces personnes-là à faire toutes ces formalités. Donc oui, j'ai bien conscience, c'est un travail extrêmement important à faire, mais qu'on doit devoir faire.
La distribution des cartes, c'est ce que je disais. Effectivement, la distribution des cartes, effectivement, on a même des vidéos où des gens venaient avec des paquets de cartes et qu'ils allaient remettre. Et c'est ça le problème, et c'est évidemment ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il est important de les retirer. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand vous ne retirez pas les cartes, ils les gardent, ils les stockent, et puis ils les distribuent. Mais ils les distribuent à des personnes qui... Non, ce n'est pas l'identité d'ailleurs. Et c'est avec ça ensuite qu'ils participent au système de la fraude. Donc c'est pour ça qu'il est quand même important de retirer ces cartes. Les représentants dans les bureaux de vote avec les... Ah oui, le problème des représentants dans les bureaux de vote, effectivement, on a attiré l'attention de la direction dessus. On dit que les représentants sont bien trop éloignés et n'ont pas la possibilité de vérifier l'identité des personnes qui viennent voter. Et ce n'est pas normal. On a attiré l'attention de la direction là-dessus, parce qu'effectivement, c'est des choses qui doivent être discutées afin de changer. Les représentants des candidats doivent pouvoir, lorsque la personne vient voter, s'assurer que c'est bien la personne qui vote, et c'est pas quelqu'un d'autre. Et on revient au problème effectivement des femmes voilées. Bah oui, mais enfin, on doit pouvoir s'assurer de son identité. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvent il y a la peur. Parce que souvent le représentant aussi, il n'ose pas. Pour X raisons, il n'ose pas. Donc, il faut aussi faire en sorte de faire partir, de dissiper un peu cette peur, et qui passe par une participation massive aussi, parce que quand vous voyez que c'est tout votre voisinage ou des gens qui viennent voter, bon, vous êtes plus à l'aise quand vous dites non mais cette dame-là, il faut qu'elle retire son voile. Ou alors elle ne vient pas voter. Elle ne peut pas venir avec son voile et puis dire qu'elle va voter, c'est pas possible. Il faut qu'on s'assure de son identité. Il faut qu'on puisse voir son visage et s'assurer que ça correspond à la pièce d'identité et qu'elle est bien électrice dans la zone. Ça c'est... Donc je suis parfaitement d'accord avec vous. On va encore sensibiliser la direction sur ce point-là, sur la place des représentants, etc. Mais on l'avait déjà indiqué. Et ça c'est quand même important. Il ne faut pas laisser les représentants loin justement de l'endroit où l'électeur passe pour justifier de son identité, prendre les bulletins et aller voter. Ça effectivement ça pose un problème. Pour le camarade Bakwa, c'est ça? Bakwa. Alors oui. Qui demande, bon, on a voté massivement, mais les résultats ont été trafiqués, donc qu'est-ce que la direction fait à l'égard de la CEI? Quelle est la réaction de la CEI? J'ai senti aussi pas mal de déception dans ce qui avait été, dit. Alors, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a eu une participation massive, mais les chiffres nous démontrent le contraire. Notre électorat n'est pas sorti. Notre électorat n'est pas sorti. Ça, il faut qu'on se dise des choses. Notre électorat n'est pas sorti lors des élections locales. Il n'est pas sorti. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de nos sympathisants, de nos militants, parce que c'est une chose d'avoir l'impression que les gens sont sortis massivement, mais les chiffres démontrent le contraire. Les chiffres démontrent qu'on n'est pas sorti. Alors peut-être que dans un bureau de vote ou dans un lieu de vote, les gens sont sortis, mais un lieu de vote, ça ne peut pas être l'arbre qui va cacher la forêt. Parce que globalement, les gens ne sont pas sortis. Les gens ne sont pas sortis pour X raisons. Pour X raisons, mais ils ne sont pas sortis. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce travail à faire pour dire aux gens de sortir massivement. Massivement. Les fraudes, qu'est-ce que doit faire la réaction du PPACI par rapport à tout ce qui peut se passer? Mais je dis encore une fois, le PPACI, la force du PPACI, c'est ses militants. C'est ses militants. Moi, j'ai vu dans toutes les zones où nos militants se sont mobilisés vraiment de manière vraiment importante, qui sont sortis. Mais regardez même, il suffit de discuter aussi avec nos maires, ceux qui ont pu gagner dans des zones. Mais ils sont restés, les militants sont restés, personne n'a voulu se faire voler sa victoire. Ils sont restés. On a beaucoup de leçons aussi à prendre de nos maires qui ont pu gagner les élections locales. Écoutez comment ils ont fonctionné. Là, les militants sont restés. Les gens sont restés. Les gens ont refusé de rentrer. Je crois qu'on leur disait rentrez chez vous, ils ne rentraient pas. Ils disaient on veut voir clair. Parce que, quand même, ce qui est important, c'est déjà de participer, mais aussi, il faut avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Parce que le bémol aussi, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a des zones où on n'avait pas de représentants. Il y avait des bureaux de vote où il n'y avait pas de représentants. Et on en vient à l'exemple que je vous disais tout à l'heure. C'est comme une salle de classe, il y a un examen et puis il n'y a pas de surveillant. Mais on s'attend à quoi? Forcément, il va y avoir de la fraude. Donc c'est important, si on n'arrive pas à mettre des représentants dans tous les bureaux de vote,
ne faut pas se leurrer, effectivement, il y aura de la fraude. D'où l'intérêt aussi, encore une fois, d'une mobilisation de la base. Parce que qui va proposer des représentants dans les bureaux de vote si ce n'est la base? Qui va les proposer? Dans tous les bureaux de vote, qui va proposer? C'est la base. C'est la base qui va nous dire qu'on peut faire confiance à tel ou tel, il faut le mettre dans tel bureau de vote, dans tel... C'est la base. Ça, c'est le travail de la base. Donc c'est la base qui va pouvoir nous dire sur qui on peut compter de manière à ce qu'on puisse couvrir tous les bureaux de vote du territoire. Donc ça revient à ce que je disais. Donc vraiment faire travailler la base. Alors, pour le camarade Abrosé, à votre niveau, qu'allez-vous faire sur les irrégularités constatées? Les irrégularités qu'on a constatées, et qu'on avait déjà constatées, on a alerté. D'accord? Comme on avait dit, hein, c'est détecté, on a détecté, on a surveillé, détecté, on a dénoncé. D'accord? Toutes les irrégularités. Bon. Ce qu'on fait actuellement, souffrait que je ne puisse pas forcément rendre public tout ce qu'on va faire. Parce que si on s'amuse à parler trop, ça n'a plus vraiment d'effet. Mais on travaille. On travaille. On travaille, on essaie de faire un certain nombre de choses, non pas pour éradiquer la fraude, mais en tout cas pour participer au fait de la limiter au maximum. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Mais on parle à un certain nombre de vos responsables pour les sensibiliser, pour leur donner des éléments qui pourront à un moment donné vous répercuter. Mais on ne peut pas tout dire parce que si on dit tout, bon, les gens forcément vont s'adapter en disant oh, ils savent qu'ils vont changer. Donc on n'a aucun intérêt. Alors, il y a la phase, il y a ce qui est fait d'un point de vue procédural. Donc d'un point de vue procédural, on fait les contentieux et on continuera de les faire. Bon voilà, on suit les procédures, etc. Ça, on le fait. Parce qu'il ne faut pas non plus laisser ce côté-là, mais on ne fait pas que ça. Et j'en profite d'ailleurs, je voulais le faire avant, mais j'en profite d'ailleurs vraiment pour remercier les responsables locaux de SAFE. Parce que vraiment les sentinelles, au niveau d'Adjamé, à Tégoubé, Plateau, enfin sur tout le territoire et au-delà, tout ce que l'on a pu relever, parce que finalement je ne suis que le porte-parole des sentinelles. C'est parce que les sentinelles ont remonté un certain nombre de choses qu'on est en mesure aujourd'hui de vous sensibiliser sur les différentes techniques de fraude. Donc vraiment encore à eux, merci, et puis qu'ils continuent vraiment le travail en toute discrétion comme ils le font. Ensuite, il y avait Guéli, le camarade Guéli. Alors, qui nous indique qu'ils sont en train d'organiser une fraude, ils sont dans une logique de conserver le pouvoir par tous les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à la violence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont tricher, ils vont frauder. Tout ça. Je l'ai entendu tellement de fois.